Madame, Monsieur, bonsoir et nous vous avons gré de rester toujours fidèle à ITV. Voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. C'est le temps de l'adaptation, apprendre à vivre avec le virus comme l'avait préconisé le chef de l'État, parce qu'à force de restrictions et de barriérage, le remède pourrait être pire que le mal. Le transport interurbain est libéré, les restaurants, réunions et salles de sport sont aussi autorisés. Pas encore pour les bistrots et les bars, mais le couvre-feu, lui également, est objet d'assouplissement. Le virus est moins virulent en ce moment, il a tendance même à baisser d'après le diagnostic du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui croit savoir que le pic a été atteint, voire dépassé. Depuis le 2 mars, on a recensé au Sénégal 4021 cas Covid de plus. La nuit dernière et même celle qui l'aura précédée ont été bien mouvementées avec des scènes de colère et même de violence. Pour dénoncer les multiples restrictions, les Sénégalais désapprouvent les passions toxiques mais militent pour la fin de l'état d'urgence afin que l'on passe le plus vite possible à autre chose. L'Amérique est un peu la risée du monde en ce moment avec les séquences de vandalisme et de guérilla urbaine à la suite de l'assassinat barbare de George Floyd qui vient d'être reconnu positif à titre posthume au coronavirus. C'était un malade asymptomatique, un peu la double peine pour lui. Le développement de cette titraille dans un instant. On vous l'a dit donc, les dernières nuits ont été particulièrement mouvementées ici et là au Sénégal avec quelques séquences de vandalisme et de brasier sur la route. Aujourd'hui, nous avons recueilli le ressenti de nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux ont rejeté les passions tristes comme la violence, mais demandent qu'on en finisse avec les nombreux barriérages et restrictions. Reportage de Mam Abdoukaye Kassé aujourd'hui dans la ville. Nous sommes sur le boulevard de la République à 2 pas du palais présidentiel. Cette dame est venue en ville pour un rendez-vous médical. Elle déplore l'attitude des populations de certaines villes du pays qui exigent la levée du couvre-feu. Ces mouvements n'ont pas une raison d'être. C'est vrai qu'avec le couvre-feu, ça n'a pas diminué la maladie, par contre ça a augmenté. Ça bloque les activités économiques des gens, pour la plupart ceux qui sont dans le secteur informel. Mais à mon avis, ce n'est pas la méthode pour régler le problème. C'est un consensus, une discussion avec les membres du gouvernement, les experts et techniciens pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Cette citoyenne, croisée à quelques rues de là, condamne à son tour les scènes de violence. Elle invite le gouvernement à faire 2 choses. Ce que je déplore le plus, c'est le fait de brûler des ambulances. C'est ça que je déplore. Je trouve que c'est irresponsable de leur part. Et j'en profite pour dire au président de la République de lever le mot d'ordre ou bien d'alléger. Je souhaite que la restriction des transports interurbains soit assouplie. Trouvé détendu sur la banquette arrière de son véhicule garé au bord de la route, Abdou Diédhiou a un sentiment ambivalent. Les gens manifestent tout simplement leur colère puisque le chef de l'État a décidé de rouvrir les lieux de culte et d'interdire le transport interurbain. Cela n'arrange pas les chauffeurs qui ne s'en sortent plus. En plus, malgré le couvre-feu, la propagation n'a pas régressé. La vérité est que si on lève la mesure, la courbe ne va pas régresser non plus. Cette nuit, comme celle précédente, des scènes de violence ont été notées dans plusieurs régions du pays. Des populations qui exigent la levée pure et simple du couvre-feu qu'elles qualifient de mesure inefficace aux conséquences fâcheuses.
Et le moteur ne doit absolument pas s'éteindre, avait soutenu les chauffeurs et les transporteurs ici au Sénégal. Aujourd'hui, on a atteint un nouveau palier. Les villes sont ouvertes et les transports pourront aller et venir comme ils l'entendent. Un arrêté sera pris aujourd'hui. Ce sont les principales annonces du ministre en charge des Transports. Dimanche à 5 heures du matin, tout sera libéré. On va écouter Maître Omar Youm. Nous avons décidé de prendre à la suite de la mesure de reprise des activités qui très certainement va se faire à partir de dimanche à 5 heures du matin, sur la base d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement des populations, tout en garantissant bien sûr le respect des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'endiguer davantage la propagation du virus. On va également écouter le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui a confirmé que c'est le temps de l'adaptation et des accommodements raisonnables. Il s'est exprimé aujourd'hui au cours d'un point de presse. Le couvre-feu va être assoupli. On va l'entendre. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national, avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes. Voilà, c'était donc une avalanche de communication de la part du gouvernement ce matin, et on va entendre également le ministre en charge de la santé publique, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a annoncé que la morsure du virus était de moins en moins virulente et que même l'épidémie était en train de reculer. On va l'écouter. Actuellement et depuis, nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas confirmés. Cependant, cette situation, en termes de progression baissière, depuis que nous avons atteint à la 11e semaine 771 cas, est une perspective certes encourageante, mais ne doit pas nous pousser au relâchement. Nous aussi, on va un peu assouplir la dictature du coronavirus en parlant momentanément de la DGID, la Direction Générale des Impôts et des Domaines, qui vient de signer ce qu'elle appelle des COP, des contrats d'objectifs et de performance adressés à ces différents services et différentes directions. Et la DGID est en train de lorgner plus de 1700 milliards. Reportage de Mam Abdougué Kassé. À l'image de l'administration sénégalaise qui est passée d'une logique de moyens à une logique de gestion axée sur les résultats, conformément à l'harmonisation des finances publiques en vigueur au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, la Direction générale des impôts et des domaines a initié le programme YATAL pour étendre l'assiette fiscale. Une démarche qui se traduit par la responsabilisation des acteurs par l'imputation d'actions précises. Désormais, elle est liée à chacune de ces directions par un contrat d'objectifs et de performance. À cet effet, le programme YATAL constitue la feuille de route opérationnelle de la DGID et répond parfaitement aux exigences du budget programme. La signature des contrats d'objectifs de performance est donc le premier pas.
Un cadre de concertation et d'échange a permis à l'équipe de préparer les projets et de mener à bien les discussions nécessaires avec chaque direction sous la supervision de la coordination de la DGID. Une initiative qui a pour principal objectif d'améliorer les pratiques des services de la DGID afin de recentrer les actions sur les objectifs opérationnels poursuivis dans le cadre de l'exécution du programme Yatal assigné au directeur général des impôts et des domaines. Il est le responsable de la mise en œuvre de ce programme devant le ministère des Finances et du Budget. À l'occasion de la cérémonie de signature des 10 contrats, Bassirou Sambagnas a indiqué que la pertinence et l'opportunité de cet exercice sont renforcées dans ce contexte de coronavirus. Nous avons voulu signer, malgré la pandémie de la Covid aujourd'hui qui sévit et qui ralentit beaucoup l'activité économique, nous avons voulu symboliquement aussi signer pour montrer que dans tous les cas la DGID est en marche parce que simplement la mobilisation des recettes ne peut pas s'arrêter. Nous continuerons donc à travailler pour davantage doter notre état de ressources. La mobilisation que j'ai vue à travers les différents directeurs qui ont aujourd'hui signé ce matin, c'est une mobilisation qui est encore au top et qui montre que nous nous inscrivons de manière dynamique vers l'atteinte de ces objectifs. La relance de l'activité économique, l'accompagnement des entreprises ou encore le financement du programme de résilience économique et sociale sont les principaux défis qui placent la DGID au cœur de l'action de l'État. Après la signature des COP, le directeur général a invité ses équipes à adopter l'esprit Yatal pour l'atteinte avec brio des objectifs fixés. Nous allons parler un peu des activités du port autonome de Dakar qui est en ce moment en collaboration avec la représentation de l'Union européenne à Dakar. On peut dire d'ailleurs qu'ils sont en train de voyager dans le même bateau et l'Union européenne vient de déverser un appui logistique et matériel d'une vingtaine de millions pour permettre au port de Dakar de préparer sa riposte contre la maladie et au même moment le port en a profité pour délivrer les chiffres clés en termes de performance. On va suivre ce reportage de Boubacar Dian ainsi que Mafalfal. Une remise de matériel de protection et de désinfection au port autonome de Dakar de la part de WICAPS, projet financé par l'Union européenne, mis en œuvre par Expertise France. Des poubelles, balais, du gel hydroalcoolique, des blouses d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Nous avons procédé à une remise de matériel de protection du personnel du port autonome de Dakar dans le cadre de cette pandémie qu'est le coronavirus. Nous sommes, en fait, l'Union européenne a pu remettre ce matériel au port à l'intérieur d'un programme qui est un programme de plus long terme, un programme de sécurité et de sûreté du port autonome de Dakar, qui est un des ports africains que l'Union européenne accompagne, donc pour améliorer sa sûreté et sa sécurité. La valeur estimée de ce matériel est de 26 millions de francs CFA. Ce lot de matériel vient en appoint au dispositif déjà mis en œuvre par le port autonome de Dakar depuis le début de la pandémie au Sénégal. Très tôt mis un dispositif de riposte qui a consisté déjà à accueillir les navires en rade avec le cordon sanitaire du port en relation avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tous les bateaux qui avaient fait escale dans les différents ports devaient déjà nous envoyer leur fiche avec le personnel à bord que nous vérifions et que nous testons déjà avant qu'il n'arrive au port. Le directeur général du port autonome de Dakar a profité de cette remise de matériel pour revenir sur les 19 milliards de bénéfices réalisés. Bon, cette année, en 2019, on a quand même eu des résultats exceptionnels. L'année passée, on avait eu de très très bons résultats, mais cette année, en 2019, il faut rappeler que nous avons pratiquement doublé le résultat net en termes de résultats avant impôt, c'est pratiquement 20 milliards, 19 milliards 78 et
Après, on fait 6 milliards qu'on paye aux impôts. Je dois rappeler seulement que si vous regardez les 2 dernières années, 2017 et 2018, le cumul de ce qu'on a versé à la fiscalité, c'est égal aux 10 dernières années. Même si les bénéfices sont là, le port autonome de Dakar a un certain nombre de défis à relever, défis parmi lesquels l'aspect sécuritaire qui est l'un des éléments de compétitivité du port autonome de Dakar, de même que les défis d'investissement. Et vous le savez bien, les membres des corps de contrôle comme l'OFNAC sont des agents assermentés puisque les stations qu'ils occupent charrient souvent beaucoup de délicatesse. Aujourd'hui, l'office a reçu 6 nouveaux membres. On va écouter la communication qu'a déployée la présidente de l'OFNAC, interrogée par Alioune Diouf. Ils ont satisfait à une obligation, l'obligation de prestation de serment prévue à l'article 10 de la loi 2012-30 qui crée la FNAC. Je voudrais rappeler les termes de mon message. Lorsque j'ai prêté serment il y a 3 ans, je disais ceci. Je rappelais exactement les termes de Polyken qui dit que prêter serment, c'est donner son âme en péril. Ne faites jamais un serment si vous n'êtes pas prêt d'en mourir, sinon vous parjurez. Je pense qu'en prêtant serment, ils ont reconnu que les devoirs de loyauté, de dignité et d'indépendance s'imposent désormais à eux et qu'ils vont assumer leur mission en toute indépendance. L'avocat général, le premier président et le bâtonnier l'ont rappelé également. C'est un acte très fort qui les engage. Et vu les profils, je pense qu'ils sont prêts à aller dans ce sens. L'OFNAC a donc accueilli 6 nouveaux membres, parmi lesquels se trouve le président du Forum du justiciable, en l'occurrence Boubacar Ba, qui anticipe que la transparence ainsi que l'intégrité morale restent pour lui des questions centrales. On va écouter toujours au micro d'Alioune Diouf. Conformément à la loi de 2012 portant création de l'OFNAC, en son article 10, qui prévoit que les membres de l'OFNAC, avant leur entrée en fonction, doivent prêter serment. Donc aujourd'hui, on était venu rendre effectives ces dispositions-là dans la loi de 2012. Donc c'est une nouvelle mission qui s'ouvre. Donc une mission qui n'est rien d'autre que la continuité de la mission qu'on s'était toujours assignée, qui est celle de combattre l'injustice, dénoncer en tout cas tout manquement, une mission qui consiste aujourd'hui à veiller au respect en tout cas des droits de chaque citoyen, promouvoir les droits humains de manière générale, faire de telle sorte que les droits de chaque citoyen sénégalais soient respectés, mais également une mission qui consiste aujourd'hui à promouvoir la transparence, l'éthique dans la gestion en tout cas des affaires de la cité. Donc aujourd'hui on est vraiment content de pouvoir en tout cas être utile à notre nation, être utile à notre patrie qui est le Sénégal. Donc voilà, c'est juste en tout cas une continuité de notre travail. Certes, ça va être un travail très difficile, ça va être un travail très complexe, parce que qui connaît l'OFNAC sait que parfois on peut manipuler des dossiers vraiment sensibles, mais rassurez-vous, on sera toujours debout et on fera de telle sorte que cette mission-là, on va l'accomplir en toute indépendance. On va également entendre le ressenti d'un expert agricole reçu ce matin dans Dakar Direct, la matinale d'Alassane Samba Diop, qui préconise que l'on prenne tout à fait et de façon beaucoup plus optimale, prenne en charge donc la production maraîchère ici au Sénégal. On va l'écouter, il était au micro de Baba Ndiaye. Le Sénégal, c'est un pays agricole. On fait l'agriculture 12 mois sur 12. Maintenant, si l'État veut le faire, il faut nécessairement que les activités agricoles soient transférées au niveau des collectivités territoriales. C'est les collectivités territoriales, c'est eux qui peuvent porter le développement économique local. Et je pense que si on le fait, les jeunes vont retourner dans l'agriculture et dans l'élevage. Pour faire l'agriculture, on ne le fait pas avec des moyens, on le fait avec l'intelligence. Il faut avoir des gens suffisamment intelligents, suffisamment capables pour pouvoir assurer une production agricole. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il suffit qu'il y ait une volonté politique, parce que j'ai expliqué tout à l'heure,
Il y a des gens qui tirent 400 000, 500 000 francs sur seulement 400 pieds de piment. Qu'est-ce que ça demande comme moyen? Si on a l'eau, on a les intrants qu'il faut, on a le marché, on peut travailler. C'est demander au ministère de l'Agriculture d'intégrer dans les campagnes agricoles la production maraîchère, appuyer le piment, le poivron, la tomate, la patate douce, le gombo, pour que les gens puissent vraiment produire et avoir des revenus à partir du mois d'août. Enracinement et ouverture, on va s'intéresser rapidement à ce qui se passe à l'international. Mais avant que d'y venir, on va écouter le maire de Passy qui est également passé dans la matinale d'Alassane Samba Diop. On va réentendre ce qu'il lui disait. Pour développer l'agriculture au Sénégal, on se heurte à un problème majeur. C'est le problème d'accès et la propriété de la terre. La propriété de la terre, aujourd'hui, l'accès est réglementé par une loi qui est très ancienne, la loi de 1964. Cette loi doit être réformée, mais c'est une réforme très sensible. Et dans cette réforme, nous attendons que les pouvoirs publics puissent faciliter l'accès à la terre. Parce que quand on regarde, les paysans se plaignent de manquer de nourriture. Quand on regarde, beaucoup de gens se plaignent au Sénégal. Et quand on sort du Sénégal pour aller de Dakar à Passy, les surfaces sont vastes, c'est des surfaces agricoles cultivables, on n'en fait rien. Et dès qu'il y a un investisseur qui se lève, qui a aujourd'hui une délibération d'une mairie pour venir travailler, les populations se lèvent pour avoir besoin d'une terre qu'ils ont regardée pendant 40 ans, 50 ans sans rien y faire. Donc on se heurte souvent à ces problèmes de valorisation de la terre qui nécessitent beaucoup d'investissements. Et ces investissements, certains Sénégalais l'ont, mais ne le font pas. Si des étrangers viennent pour le faire, c'est d'abord pour les Sénégalais, parce que c'est pour nourrir le Sénégal. On doit simplement l'organiser, faire en sorte que ceux qui devraient bénéficier de ces terres puissent également tirer leur compte dans cette exploitation. C'est des articulations qu'il faut faire en sorte que la propriété ne soit pas quelque chose qu'on va brader à des étrangers. Ça peut être un bail, ça peut être une exploitation où les propriétaires terriens sont les villageois, mais les exploitants sont les investisseurs. Et le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. On va s'intéresser, comme beaucoup de gens le font d'ailleurs présentement, à George Floyd qui a été sauvagement assassiné par la police de Minneapolis. Peut-être on va voir les images, qui a été donc détecté Covid plus positif donc au coronavirus. Au moment de sa mort, c'est ce que révèle aujourd'hui le rapport d'autopsie complet sur cet afro-descendant tué donc à l'âge de 46 ans. Et en toute vraisemblance, selon toute vraisemblance, il était asymptomatique. On revient sur le continent pour parler du Cameroun qui vient d'ouvrir son espace aérien et les vols commerciaux. On le voit, Air France est arrivé, par exemple, et s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé avec 122 passagers. Toutes les mesures barrières ont été suivies au pied de la lettre selon les officiels. On va boucler cette édition en parlant des travaux d'assainissement sur la corniche ouest qui concerne en tout et pour tout 45 kilomètres de conduite. Et ces opérations vont rapidement soulager les populations riveraines, à savoir Gueule-Tapée, Médina et Rebeuss, bien sûr, Rebeuss, Gueule-Tapée, Médina et Rebeuss qui attendaient ce projet depuis un demi-siècle. Reportage d'Abdourahmane Ly. Top, c'est parti. C'est le début des travaux du projet d'assainissement des eaux usées à la base de chantier sur la corniche ouest où les machines tournent à plein régime. Un projet qui se pointe à l'approche de l'hivernage, une période de l'année où les eaux usées se mêlent à l'eau de pluie. Mais grâce à ce projet, cette incommodité sera pour bientôt un vieux souvenir pour près de 36 000 personnes dans les communes de la Gueule-Tapée, Rebeuss et Médina. Ce projet, c'est 45 km. C'est comme si vous étaliez des conduites de Dakar jusqu'au kilomètre 50 pour voir l'envergure. On va remplacer toutes ces conduites.
et ces populations ne devraient plus avoir de problème. Les conduites aujourd'hui sont en amiante-ciment. Amiante-ciment prohibé en Europe parce qu'on connaît les dégâts que ça fait sur la santé des populations. On a prévu 3600 branchements additionnels. Mais ce qui est plus important, comme je dis encore une fois, c'est de remplacer ces conduites en amiante-ciment et de les remplacer en PVC, de régler les problèmes de santé publique des populations et que, comme a dit le maire en Wolof, que ndox bi bañ a di ballati. La particularité de ce projet se trouve dans la commune de Médina, une commune où les réseaux d'assainissement datent des années 50 et dont la réfection a toujours été l'une des fortes demandes des habitants de la localité. Avec ce projet, la Médina va bénéficier du plus important réseau réfectionné. Un fait qui rend fier le maire de la Médina, car se déroulant sous sa mandature. Je me réjouis, monsieur le directeur, de ce projet d'investissement si audacieux. Plus de 6 milliards destinés en grande partie pour nos 3 communes, et plus particulièrement la Médina. La Médina vous remercie d'avance. La Médina vous manifeste son soulagement, parce que c'est une épine que vous venez de nous enlever sous nos pieds. Monsieur le directeur général, vous comprendrez aussi que je suis heureux aujourd'hui que sous ma mandature, voilà un problème qui date de plus de 50 ans qui va être résolu sous ma mandature. Une satisfaction qui sera bien plus accentuée du côté du directeur général de l'ONAS si les populations, à la fin des travaux, se l'approprient. Que les populations nous accompagnent. Ces ouvrages ne seront plus ouvrages de l'ONAS, ce seront des ouvrages de la commune de la Médina, de la commune de Rebeuss, de la commune de Gueule-Tapée. Et on attend les maires qui nous accompagnent naturellement pour qu'on puisse avoir des comportements citoyens. Un projet de 6 milliards 583 millions 171 000 francs CFA et dont seuls les 19% reposent sur l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Voilà, c'est sur cette actualité d'assainissement que nous bouclons cette édition.